à tous. Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer. Merci d'être présents si nombreux pour cette séquence qui sera consacrée au nouveau hub de collaboration des entrepreneurs de savoir-faire. Ah, il faut que je parle un petit peu plus près. N'hésitez pas à nous le dire dans le public, faites-nous des signes que ce soit confortable pour vous. Je disais, cette séquence, elle est dédiée au nouveau hub de collaboration des entrepreneurs de savoir-faire et on va s'interroger aujourd'hui pour savoir comment ces lieux peuvent devenir de vrais leviers de croissance pour les entrepreneurs de la filière. Moi, j'ai le plaisir pour BPI France d'animer cette table ronde et chez BPI France, justement, j'accompagne les entrepreneurs des savoir-faire d'exception qui sont embarqués dans des programmes collectifs intensifs pour se structurer et accompagner leur croissance. Et avant de donner la parole justement à nos deux créateurs de ces nouveaux hubs de collaboration, Romain Gazola, fondateur de l'Orfèvrerie, et Nicolas Barre, cofondateur du réseau Make Ici, j'ai le plaisir de donner la parole à Anne-Sophie Duroyon-Chavannes, directrice générale de l'Institut pour les savoir-faire français, qui est un institut qui s'est saisi de ce sujet depuis plus d'un siècle, qui est au cœur de ses préoccupations. Donc, qui de mieux pour introduire la séquence ? Merci beaucoup Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à cette table ronde. Unis pour réussir, les nouveaux hubs de collaboration des savoir-faire d'exception. Un sujet très important. Dans les métiers d'art et les savoir-faire d'exception, l'excellence est souvent solitaire. Mais aujourd'hui, une nouvelle voie s'affirme, celle du collectif. De plus en plus d'entrepreneurs choisissent de créer ou de reprendre... Attendez, parce que je... et de rejoindre des lieux partagés et des hubs vivants où les artisans d'art sont à la fois face au défi des transmissions, d'un passage à l'échelle et d'une structuration et même d'innovation. Ces lieux ne sont pas des modèles imposés d'en haut, ce sont des lieux d'initiative entrepreneuriale pensés pour répondre à des besoins concrets du terrain, mutualiser les ressources, croiser les compétences, créer des synergies et surtout avancer ensemble. À l'Institut pour les savoir-faire français, nous croyons depuis 1889 à la puissance de l'intelligence collective. Et c'est aussi cette conviction qui nous a conduit avec la BPI à lancer en 2022 l'accélérateur des savoir-faire d'exception. Un programme qui a permis aux participants des 2 dernières éditions successives de répondre à leurs besoins en termes de développement et d'augmenter leur chiffre d'affaires et leurs effectifs, en passant à plus de 4 collaborateurs en moyenne et à une augmentation du chiffre d'affaires de 23% en 18 mois. Pour cette table ronde, Romain Gazzola et Nicolas Barre vont nous livrer comment ces structures sont aussi des leviers de croissance pour leurs entreprises de savoir-faire. Merci beaucoup Anne-Sophie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être présentons nos intervenants. Je vais leur laisser ce soin-là. Peut-être on va commencer avec Romain de l'Orfèvrerie, parce que dans l'Orfèvrerie, justement, est établie une des entreprises qu'on a accompagnées au sein de l'accélérateur et qu'on connaît bien, du coup. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc là, moi je représente l'Orfèvrerie, c'est les anciennes usines Christophe, la Saint-Denis. Ça représente à peu près 20 000 mètres carrés de bâti. Et j'y ai installé à peu près 10 entreprises des métiers d'art, donc des ferronniers, des maçons, des menuisiers. Donc c'est du concret, hein, c'est du travail de la matière. Et aujourd'hui, on représente à peu près 300 personnes et une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on réhabilite un village qui était en train en fait de périr. Et c'est un monument classé historique à Saint-Denis. Voilà un petit peu, très bref. Merci beaucoup Romain et Nicolas. Est-ce qu'on m'entend bien ? Et Nicolas, qui est à la tête du réseau Make Ici, qu'il a cofondé il y a un certain nombre d'années et qu'on trouve à proximité de Paris, mais pas que. Donc, bonjour à tous. J'ai donc cofondé une structure qui s'appelle Make Ici. Je l'ai cofondée en 2012 avec ma femme. Donc nous, notre métier, c'est de concevoir et d'animer des espaces de coworking pour artisans d'art et pour TPE de la fabrication. On en a une dizaine en France, il y en a une dizaine en préparation.
On cumule 20 000 mètres carrés, il y a 350 indépendants ou artisans qui sont représentés et qui sont dans les savoir-faire à la fois de l'artisanat d'art, de la conception, parce qu'on a aussi des architectes, des décorateurs, mais aussi de la fabrication numérique. Donc en fait, moyennant un abonnement à l'année, comme un espace de coworking tertiaire, ils ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à tout ce qu'il leur faut pour pouvoir créer, produire, et aussi un réseau d'apporteurs d'affaires. Et nous sommes dans une dizaine de régions de France. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, quand on a préparé cette table ronde qui venait un petit peu challenger la problématique que les entreprises des savoir-faire d'exception, des métiers d'art peuvent avoir pour passer à l'échelle, on a parlé industrialisation. Et on a parlé aussi peut-être défaut d'industrialisation, manque d'industrialisation. Et ça vous avait un petit peu interpellé. Donc on peut commencer par là. Est-ce qu'il y a vraiment un manque d'industrialisation dans cette filière? Nicolas? Oui, non, ça m'a interpellé parce qu'on veut toujours industrialiser l'artisanat. Et l'artisanat, c'est pas de l'industrie. Donc du coup, c'est des humains avec des savoir-faire, avec des machines, mais c'est pas que des machines. Et de plus, effectivement, la France se désindustrialise, mais l'artisanat d'art a toujours été présent. C'est une des plus grandes forces en France. Il faut quand même savoir que l'artisanat d'art, aujourd'hui, pèse 68 milliards, plus que l'industrie pharmaceutique en France, aujourd'hui. Et donc c'était ça qui m'avait un peu interpellé, quoi. Donc le problème de l'artisanat, c'est pas l'industrialisation, c'est plutôt le changement d'échelle. Et pouvoir créer des pièces sur mesure plus vite, plus fort et plus rapidement. Et donc, tous ces hubs de création qui mutualisent machines, savoir-faire, qui permettent de réduire les charges, ça permet aux entreprises en fait, de faire plus de marge, de plus investir dans l'humain et de pouvoir se développer plus vite en partenariat et en travaillant les uns avec les autres. Et le travailler ensemble, justement, c'était la grande notion forte qui t'était venue, Romain? Moi, je suis complètement d'accord avec Nicolas. Le mot industrialisation, je le comprends pas bien, je le conçois pas bien. C'est ce dont on avait parlé. Moi, je suis pas d'accord avec l'industrialisation. Pour moi, on a des boîtes qui font... on est un peu plus gros que la taille de Nicolas dans les boîtes. On peut aller jusqu'à 30, 40, 50 personnes. C'est ce qu'on appelle au maximum une manufacture. Mais ça reste manufacture, il y a le mot faire à la main. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, en revanche, contrairement aux Italiens, par exemple, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire, sur certains projets, là, il faut prendre des mesures beaucoup plus grandes. Il y a des projets, on va dire, il faut 300, 400 artisans pour quelque chose à Abu Dhabi ou aux États-Unis. Et là où on n'est pas bon en France aujourd'hui, c'est se réunir. Il y a des petites guerres intestines et on est très, très morcelés. Et aujourd'hui, un des sujets qu'on doit réussir à transcender, c'est vraiment comment on s'unit pour aller à l'international. Moi, j'ai un exemple hyper concret. J'ai un confrère avec qui on devait aller à Los Angeles sur un marché. On avait 1 million chacun de peintures à réaliser, donc une entreprise de peinture et une autre. On était 2, 1 million chacun, c'est plutôt pas mal. Et mon confrère, il m'a tiré dans les pattes. Du coup, on a fini tous les deux à 900 000. Donc, on a tous les deux perdu 100 000. Moi, je veux plus travailler avec lui. Lui, il voulait pas travailler avec moi à la base. Ça réglait le problème. Et il y a un vrai sujet de travailler ensemble. Les Italiens, ils n'ont pas du tout ça. Les Italiens, ils se font la guerre en Italie. Dès qu'ils sont internationaux, ils y vont ensemble, ils prennent des marchés ensemble. Donc notre sujet, il est comment on s'unit pour prendre des marchés. Ça, c'est un problème. Voilà un peu le sujet pour moi. Et sur ce travailler ensemble, justement, qui répond à cette problématique de passage à l'échelle, vous, c'est ce à quoi vous avez eu envie de vous attaquer en faisant certains constats. Donc c'est ma deuxième question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ces nouveaux lieux? Quel constat avez-vous fait et comment d'ailleurs vous définiriez le nouveau hub de collaboration? Un hub de collaboration dans les savoir-faire, en tout cas ce qu'on fait plus ou moins tous les deux, c'est des lieux avant tout dans lesquels nos communautés, donc nos artisans d'art, designers et autres, trouvent en fait les moyens de production, les zones de stockage, l'écosystème et la communauté de savoir-faire et business pour en fait trouver des clients, facturer et vivre le mieux possible de leur activité. Donc du coup, il y a les lieux. Nous à un moment, nous les artisans, ils ne veulent pas gérer de lieux, ils ne veulent pas s'occuper du PQ, ils ne veulent pas s'occuper de l'abonnement Internet. Donc du coup, il faut bien qu'il y ait et d'animer les lieux. Donc il faut bien qu'il y ait des nouveaux métiers qui sont un peu venus des espaces de coworking qu'on a adaptés.
Et en fait, on a un staff qui, dans chaque lieu, s'occupe de ça. Alors, pas que du PQ, s'occupe de trucs aussi intéressants, de connexion, d'animation. Et ensuite, on crée au final une communauté, en fait, un club d'affaires. Et en fait, ils se connectent les uns aux autres. Et aujourd'hui, en fait, on a plein de belles histoires où la plupart de nos communautés, en fait, c'est des indépendants qui sont en reconversion, qui ont 0 chiffre d'affaires. Et au bout de 4 ans, ils ont monté une boîte. À 4, ils ont 3 employés. Ils achètent des locaux de 300 mètres carrés et ils travaillent pour Aleno, pour des boîtes de luxe, pour Hermès. En fait, c'est assez facile. En fait, il y a tellement de boulot, de travail pour quand on est un menuisier, qu'on travaille bien, ou qu'on est un artisan d'art qui travaille bien en France. Il y a tellement de boulot qu'il y a encore beaucoup de place, en fait. On va revenir après sur vraiment les bienfaits que vous avez observés dans ces hubs que vous avez créés. Je propose à Romain peut-être de nous dire comment il en est arrivé là, à fonder l'orfèvrerie, quels avaient été les constats. Alors moi, sur le départ, c'est pas tout à fait comme Nicolas. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille de maçons de père en fils depuis 5 générations. Donc on est des maçons, gros œuvres, maçonnerie, plâtrerie, immigrés italiens de la Première Guerre mondiale. Et donc moi, ce que j'ai vu sur les chantiers, donc là je vous parle de chantier concret, moi je viens du métier qu'on peut appeler BTP, même si c'est dans le niveau de luxe, ça reste du BTP. Et on est sur des corps d'État séparés, contrairement aux Italiens, aux Allemands, aux Anglais, qui sont sur un principe de general contractor. Nous, on vient depuis Colbert, du corps d'État séparé. Donc moi j'étais un maçon, et sur les chantiers, j'ai voulu reproduire en fait ce que je voyais sur le chantier, c'est-à-dire qu'on mangeait ensemble à la même table, il y avait une ambiance de travail en corps d'État séparé assez géniale. J'ai voulu recréer cette ambiance que je voyais sur les chantiers depuis tout petit. J'ai voulu recréer dans un lieu, ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, les artisans, comme l'a dit Nicolas, que ce soit à l'échelle d'un artisan qui se lance ou à l'échelle de grandes entreprises, entre guillemets de 30, 40, 50 personnes, en fait, on est tous dans notre coin et on ne se parle pas. Grosso modo, c'est mon constat, sauf sur les chantiers. Et donc, j'ai voulu recréer cette expérience qu'on avait sur le chantier. J'ai voulu le refaire à l'orfèvrerie. Et je trouve que j'ai eu la chance de trouver un lieu par hasard, ou si c'est pas si un hasard. Voilà un petit peu la genèse un peu de ce projet, qui vient de mon histoire personnelle. Et du coup, pour toi, un hub, c'est avant tout un lieu. C'est là, en l'occurrence, l'orfèvrerie, dans les anciens ateliers de Christophe. Oui, pour moi, tout à fait, Anne. Pour moi, c'est un lieu physique. Enfin, quand on est maçon, ce qui se passe, c'est ton mur, tu l'as monté à la fin de la journée, tu l'as pas monté, tu n'as rien fait. Donc moi, je suis désolé, j'ai un truc très concret de... j'ai besoin d'un lieu pour exister. Les échanges physiques, on parle tout le temps d'humain ou de sens. Nous, le sens, il est dans ce qu'on fait, naturellement. On n'a pas besoin de chercher le sens. Quand tu as monté un mur à la fin de la journée et que tu as des personnes qui vont habiter dedans, il y a déjà du sens par essence dans notre métier. Donc nous, on n'a pas besoin de chercher ça, on a plutôt cherché un moyen de collaborer et de s'entraider. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Nicolas, on est complémentaires sur l'échelle, mais en fait, on fait la même chose. Oui, c'est ça. C'est les lieux, les écosystèmes. Peut-être peux-tu nous en dire un peu plus sur comment l'écosystème et les synergies se passent sur le réseau au sein des hubs de Make Ici? Comme nous, nos lieux font entre 2000 et 3000 mètres carrés, ils sont assez visibles quand on ouvre. Donc rapidement, on a des architectes, des donneurs d'ordre en fait, d'un territoire en fait, qui nous demandent est-ce que vous pouvez constituer des équipes multi-savoir-faire, parce que dans chacun de nos lieux, il y a à peu près 40 savoir-faire, le bois, le métal, le textile, le cuir, le numérique, la conception. Et montez-moi une équipe parce que j'ai besoin de refaire mon hôtel, j'ai besoin de refaire mon restaurant, j'ai besoin de faire 900 tables pour la nouvelle école d'archi de Marseille. Et donc, du coup, voilà, nous, on gère. C'est le staff, mec ici, local, qui gère et qui monte l'équipe. Et en fait, on peut répondre ensemble à des projets à 300, 400, 500, voire plus. Et ce qui fait que tout le monde est bien rémunéré, en fait, pour pouvoir réaliser les projets. Mais tout l'administratif, la gestion client, les délais, on passe par le staff et c'est nous qui sommes responsables. Et il y a une autre dimension, c'est qu'on est aussi centre de formation. Donc en fait, nos résidences peuvent être aussi profs, s'ils veulent, formateurs. Donc ça leur assure des revenus réguliers aussi pour donner des formations en fait, à la reconversion. Donc ça, c'est deux bienfaits déjà, aller chercher du business ensemble. Et aussi, il y a un enjeu qui est celui de la transmission des savoir-faire. C'est quelque chose avec lequel on avait aussi parlé avec Romain, parmi tous les bénéfices de ces nouveaux lieux. Tout à fait. Moi, c'est un truc, forcément, quand on vient d'une famille
qui transmet la transmission, c'est important. On a le respect des anciens. C'est un truc qui est ancré dans les familles comme ça de la maçonnerie, surtout, il y a ce respect. Donc en fait, moi, j'ai un devoir de passation aux autres générations. Et comme c'est ancré en moi, il est naturellement dans le lieu, ça va de soi, le passage, il était facile. Donc nous, on a 3 grands bienfaits dans ce qu'on fait. Il y a vraiment cette facilité. En fait, la jeune génération, on s'est aperçu, et ça s'est fait naturellement, qu'on pouvait changer de métier. Chez nous, on a un exemple hyper concret de quelqu'un qui était chez Melville, donc c'est des menuisiers, mais il était en serrurerie, sur des trucs pas très intéressants de serrurerie. Il est passé chez Bataillard, donc là, ils font de la bronzerie d'art, enfin des choses beaucoup plus artistiques. Donc pour un jeune, par exemple, qui commence dans une entreprise, il peut aller dans une autre entreprise. C'est donc une mobilité interne qui nous évite de perdre des jeunes. Parce que nous, dans nos métiers, c'est pas comme là-bas, je fais 3 ans, je fais du numérique et ça, je sais faire. Nous, c'est minimum 10 ans d'expérience. Donc il faut être patient. Et donc il faut s'imaginer qu'on peut même faire un changement de carrière. Mais c'est-à-dire qu'on repart à zéro. Il y a très peu de métiers qui sont complémentaires. On passe de maçonnerie à ferronnerie, c'est pas la même chose. Donc c'est intéressant parce que ça ouvre une nouvelle voie et on perd pas des talents. Ça, c'est un premier sujet, premier bienfait très concret. Deuxième bienfait très concret, c'est l'échange de clients. Quand on fait une visite de l'orfèvrerie avec un client, c'est comme les galeries Lafayette. J'en fais 1, j'en fais 3. Ça, c'était pas prévu non plus, c'était pas pensé comme ça, mais ça se fait naturellement. C'est-à-dire que les artisans à côté, on a un petit groupe WhatsApp et ils disent tiens, j'ai cet archi qui passe, et le mec qui passe à côté, tiens, viens voir. Et on s'entraide en fait dans le réseau. Donc on a créé une sorte de petit club aussi interne qui s'appelle le collectif de l'orfèvrerie. Le seul métier qu'on n'a pas, c'est l'artisanat de l'orfèvrerie, mais bon, on l'aura peut-être un jour. Ouais, alors c'est ça, tout le monde me demande, non, je suis pas orfèvre du tout, je suis maçon. C'est pareil, hein, c'est très proche comme métier, mais je déconne, non, je plaisante. Et en fait, le troisième sujet de bienfait hyper concret, c'est en fait on s'entraide, il y a un truc humain qui se passe, c'est on arrive et quand on est, je dis n'importe quoi, mais quand on est rassuré on se sent pas tout seul en fait. Ça c'est con à dire, mais ceux qui le vivent et qui sont artisans vont tout de suite comprendre ce que je dis. Quand on est tout seul dans son atelier, et ça ils doivent le vivre aussi chez toi, on sent, ça fait plaisir de prendre une petite bière ou un jus de pomme ou n'importe quoi avec les gens à côté. Ça c'est le vivre ensemble et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est les 3 gros bienfaits concrets que j'ai pu noter. Super, ils sont partagés par toi aussi. Nicolas, toi tu avais dit que le credo aussi de Mec Ici, c'est vivre bien. Permettre à ces artisans de vivre bien de leur activité, de leur passion. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce credo Oui, au final, on est une entreprise de service et nous, tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour permettre à notre communauté de se rémunérer le mieux possible. Donc, en intégrant un de nos lieux, ils baissent leurs charges par 4 ou 5. Ils trouvent des clients, ils peuvent être formateurs, donc ça leur permet de mieux vivre, de bien se payer, de bien se rémunérer. Ça, c'est le premier bienfait, si on prend le bienfait sur notre communauté. Le deuxième, c'est par rapport aux villes et aux territoires. C'est-à-dire que quand on implante une structure comme la nôtre dans une ville, ça crée 50 à 70 emplois productifs. La plupart des villes en France les perdent, donc on est très, très demandé par les villes et les collectivités, en fait. Et le troisième bienfait, je veux dire, c'est que ça permet à des entrepreneurs comme nous, on va dire, de pouvoir vivre de l'artisanat sans être artisan. Donc en fait, nous, on est devenus franchiseurs, donc on s'associe avec des entrepreneurs locaux qui ont envie de monter ça et d'aider des entrepreneurs artisans à développer leur activité dans différentes villes de France. Donc il y a des bénéfices sur plein de populations différentes. Super. Et tout à l'heure, tu as évoqué les artisans qui se positionnent à plusieurs pour répondre à un projet, qui commencent à travailler ensemble et parfois ça aboutit complètement, carrément à la création d'une nouvelle entité. Tu nous avais parlé de ça. Le chemin classique chez nous, c'est nous on a 2 tiers de reconvertis dans nos lieux. Et donc ils arrivent, ils ont passé un CAP où ils se sont reconvertis, ils ont appris un nouveau métier, on va dire, un savoir-faire, ils se lancent chez nous. Au bout de 6 mois, ils s'associent informellement avec d'autres résidents, parce qu'on en a 50 à 100 par lieu. Ils créent un collectif, ils répondent ensemble à des projets, ils travaillent ensemble, ça devient une entreprise. Et au bout de 3-4 ans, ils ont suffisamment de chiffre d'affaires en fait, pour partir, soit pour louer un lieu de 300 mètres carrés, soit pour l'acheter et pour embaucher. En fait, et tous les ans, dans chacun de nos sites, il y en a 2 ou 3 qui font ça. Donc ça représente 10 à 15 résidents qui partent et qui ont suffisamment de moyens pour s'émanciper. En fait. Donc on est, même si on n'est pas un incubateur sur le papier, parce qu'on n'a pas les formations au marketing, à la com et autres, mais au final, on agit comme ça, comme un tremplin, mais
par le chiffre d'affaires et l'entraide entre eux, quoi, en fait. Puis si ça se passe bien, ils viennent à la maison. Ils viennent leurs favoris. C'est sûr, mais il faut que tu en crées d'autres parce que tu n'as plus assez de place, toi. Il faut que tu en crées dans toutes les villes de France. C'est ça, ouais, c'est le projet un jour. Super. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter en complément, je crois qu'on a dit un petit peu tous les messages clés qu'on avait envie de faire passer. Il nous reste quelques minutes peut-être à la fin pour prendre des questions. Déjà peut-être la question qui brûle les lèvres, pourquoi l'orfèvrerie ? Le nom l'orfèvrerie, mais qu'ici on pourra aussi... c'est toujours intéressant de savoir comment l'identité... pourquoi l'orfèvrerie ? Parce que moi je suis très attaché à l'histoire et le lieu il s'appelait déjà l'orfèvrerie, donc c'était les anciennes usines Christophe, ça s'appelait l'orfèvrerie déjà, donc bon, quand ça marche bien, pourquoi j'irais toucher ce qui marche, quoi. Je suis fan d'histoire, donc autant pas toucher à l'histoire, c'est simple, c'est basique. Nous, on a créé un premier lieu qui s'appelait ici Montreuil, donc à Montreuil dans le 93. Et à un moment, on a décidé de se développer et d'ouvrir d'autres sites ailleurs. Et là, il fallait qu'on trouve une marque parce que ici Montreuil à Marseille, ça ne le faisait pas. Et ici, c'est pas déposable en fait. Donc il a fallu qu'on trouve un nom. Et c'est voilà, le mec ici est venu comme ça. Je sais pas pourquoi on a mis un truc anglais dedans alors qu'on développe le français, le Made in France, mais bon. Bref, du coup, c'est devenu notre marque depuis 2017, quoi, voilà. Mais qu'ici. Super. C'est pour aller ensemble à l'international. Du coup, on veut aller à Londres, mais on va appeler ça ici Londres. On va pas appeler ici ça London, peut-être. Ici London. Les Anglais ne sauront pas le prononcer. On a juste le mot de la fin, peut-être, avant de prendre une ou deux questions. Pour Anne-Sophie, sur l'idée forte que tu retiens de cet échange, sur les bénéfices de ces nouveaux lieux. Merci. Alors, j'en ai en fait un peu plusieurs. Je vais aller très vite. La première chose, c'est que des lieux qui émergent comme ça dans les territoires, ça fait vivre un territoire. Nicolas et Romain l'ont dit. Ça a un vrai impact au niveau local. Donc nous, on encourage beaucoup les collectivités territoriales à se poser la question de ces hubs. C'est aussi une façon de vivre du patrimoine délaissé. Chez Makissi et puis chez Romain, c'est la même chose, hein. On va prendre un patrimoine, une cathédrale industrielle presque pour l'usine Christophe, et des lieux qui ont besoin de trouver une deuxième vie. Plutôt que construire des choses, utilisons du patrimoine bâti déjà existant et restaurons-le par des artisans d'art. Et puis, ce que je retiendrai aussi, c'est que la force du collectif. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une étape clé pour les savoir-faire d'exception. Cet écosystème a besoin de collectifs, a envie de collectifs en France et à l'international. Et donc, ce sont des initiatives qui permettent vraiment de sortir de la solitude les dirigeants, les artisans, pour se mettre dans des nouvelles dynamiques. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Romain, merci Nicolas, merci Anne-Sophie, merci à l'équipe de la Touch qui nous a invités dans la bulle. Merci à vous tous d'avoir écouté la séquence. On reste à votre disposition. Ah, alors, peut-être les questions d'abord. je vérifie le timing. On est bon. Je vous en prie. Bonjour, juste une question. Vous avez évoqué l'idée de l'incubateur qui irait peut-être un peu plus loin un pas plus loin dans l'accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez testé, qui n'a pas fonctionné, ou est-ce qu'il n'y a pas un vrai besoin ou des freins identifiés ? Nous, si on devait faire un incubateur, c'est plutôt pour les aider à sortir de chez nous le mieux possible. Voilà. Pas pendant parce que pendant qu'ils sont chez nous ici, ils arrivent à se développer via le chiffre d'affaires, puis ils s'entraident en termes de communication marketing. Puis après, sur chaque territoire, il y a déjà plein d'associations, il y a plein de structures de CAE, d'incubateurs. Et donc, nous, on réfléchit effectivement à créer un incubateur pour les faire sortir le mieux possible de chez nous, parce que quand ils sortent, forcément, ils augmentent leurs charges énormément, ils doivent s'acheter leur machine, et s'ils n'ont pas bien anticipé ça, du coup, pendant 2 ans, ils ne se payent plus, quoi. Donc, voilà. Nous, il y a moins de logique d'incubation parce qu'on est déjà sur des entreprises qui ont, même si c'est un petit artisan, qui a déjà une maturité professionnelle. C'est-à-dire qu'on est sur, à l'orfèvrerie, on est sur des entreprises qui ont déjà pignon sur rue. Donc, il n'y a pas vraiment... L'incubation, elle est interne. Elle est sur les artisans qu'on recrute. Par exemple, vous allez chez Malville, c'est une boîte qui fait 50, 60 personnes. Vous allez être incubé directement, enfin, vous allez être formé chez Malville. Il n'y a pas de logique d'incubation à proprement parler, chez nous, en tout cas. C'est plus chez Nicolas qu'une logique d'incubation. Est-ce qu'on avait une autre question ?
Sinon, vous pouvez venir parler à nos intervenants, à Anne-Sophie de l'Institut et à moi-même. Côté BPI France, je pourrais vous en dire plus, notamment sur les accélérateurs, qui sont des programmes d'accompagnement intensif à destination des dirigeantes et dirigeants d'entreprises, notamment pour les savoir-faire d'exception, mais pas que, et qui reprennent toutes ces clés qu'on a évoquées pendant ces quelques minutes, de travailler ensemble, d'échanger entre pairs, d'être accompagné, de sortir de sa solitude. Et voilà, merci beaucoup à tous.